Yann Sénéchal. Comment est-ce qu'il va, mon ami Yann? Top shape. Top shape, top shape. Good. Allons-y pour le bilan du week-end, mon ami Yann. Qu'est-ce qui t'a fait vibrer ce week-end? Qu'est-ce que tu as gardé comme sujet du week-end? Il y en a plus qu'avant, des sujets, on va se le dire, là, avec le web. On dirait la fin de semaine. Ben oui, t'as raison. On dirait que les médias sociaux font ça. On dirait que ça crée de la nouvelle. Puis ce qui est le plus drôle, c'est que on dirait que c'est là qu'elle est créée, puis dans les médias, je vais de moins en moins vers le Journal de Montréal, le Journal de Québec, la presse. Puis quand on regarde ça, c'est boring à mort. Ce qui se passe comme nouvelle, c'est maintenant créé sur les médias sociaux, là. Ah, carrément. Puis la fin de semaine, c'est rendu le jeudi, vendredi. C'est vraiment là qu'il se passe absolument rien, on dirait, ces médias sociaux. Mais le lundi, c'est tout le temps une journée hot. Puis la fin de semaine, on dirait que c'est plus du travail de réflexion qui se fait, puis tout ça. Moi, ce que j'ai retenu, ce qui a été gros au Québec, ça a été le fight entre Isabelle Haché et Mathieu Bock-Côté. Ça, je pense, c'est quelque chose d'absolument fascinant. Il y a plusieurs choses dans ce petit fight-là qui se fait à la base avec deux textes. Là. C'est Isabelle Haché qui fait une longue recherche, un peu botchée, mais bon, on va dire longue recherche sur le livre de Bock-Côté, nous présente ça comme un travail journalistique incroyable, et la réplique de Bock-Côté dans son propre journal. La bonne nouvelle, c'est qu'on revient un peu à une époque où est-ce qu'il pouvait avoir une fight médiatique de ce genre-là. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit plus au Québec. C'est un débat, sacrément. Imagine-toi, Jeff, on a vu un débat en fin de semaine. C'est un oiseau en voie de disparition. Ben, c'est pas un débat, c'est un échange d'articles. Il y a personne qui va parler à personne, il n'y a personne qui va se relancer. Ils se sont fait des articles où ils se sont pinés un et l'autre, mais je comprends que pour le Québec, déjà, c'est déjà gros par rapport à d'autres. Non, c'est gros par rapport à la norme. Nous autres, le livre de Bock-Côté, Frank l'avait lu. On a reçu Mathieu en entrevue. Il y a des éléments qui sont repris dans son livre, qui sont repris par plusieurs, dont Jeff Caron, dans son propre livre Homo Superstes. La thèse de Bock-Côté est assez simple. Oui, le titre est spectaculaire. Le totalitarisme sans le goulag. Tout le monde comprend que c'est fait pour vendre un livre. Ben oui, c'est toujours ça. Là. Un titre où ça accroche, sinon tu vas passer dans le beurre. Ben, exactement. Fait que de l'accuser d'exagérer son titre, c'est un peu louche. Là. Mais la thèse de Bock-Côté est relativement simple. Puis ça, ils font jamais ça dans le journal, les autres. Non. Okay. Ce qu'on va parler de là, il y a plein de gens qui écoutent présentement le podcast et qui vont dire ouais, je connais des collègues je connais des gens que. Surtout les gens qui travaillent dans des grandes organisations. C'est pas quelque chose qu'on vit beaucoup dans les PME, mais quand on travaille dans une grande organisation, mes amis qui travaillent dans des grandes organisations, le livre de Bock-Côté leur parlerait beaucoup. Toutes les formations qu'ils doivent subir par rapport au langage inclusif, par rapport au territoire non cédé, toutes les affaires de genre, les théories du genre qu'on applique, ainsi de suite. Si tu oses lever le ton dans une entreprise et dire « Hey, ça, là, c'est de la merde. Je veux rien entendre parler de ça. Votre formation, j'ai pas le goût de la faire. » Tu passes dans le bureau des RH, c'est sûr. Là. Oui. C'est sûr à 100% que tu passes dans le bureau des RH. Puis tu peux faire une infraction. Tu peux en faire une deuxième. Si tu en fais une troisième, tu vas te faire crisser à la porte. Là. Fait que ça, est-ce que c'est un régime totalitaire qui provient du gouvernement? La réalité, c'est non. C'est un peu le titre de son livre, c'est ça, le totalitarisme sans le goulag. On comprend que c'est pas l'État policier qui vient te chercher et dit « Hey, t'as fait une contravention de style avec la théorie des genres. » L'affaire, c'est qu'on veut que vous vous conformez. Puis la manière de se conformer, c'est de vous menacer à tout bout de champ d'avoir des sanctions à votre emploi. Autrement dit, on dévalorise la rébellion. On dévalorise le fait que vous pouviez avoir une opinion contraire. On rend ça tellement pénible, le chemin de croix à parcourir pour se tenir debout, qu'on fait en réalité que les gens, qu'est-ce qu'ils choisissent naturellement parce qu'ils sont humains, puis parce qu'il y a un calcul qui est fait inconsciemment dans leur tête, de juste s'abstenir, de juste pas parler, de dire OK, c'est quoi vos niaiseries encore aujourd'hui? Puis on les subit, ces formations-là. On les subit en silence. Puis la plupart des gens choisissent de se taire parce que le coût politique à s'affirmer est trop élevé, parce que leurs emplois sont menacés. Si vous dites que ça n'existe pas au Québec, je veux dire, vous êtes dans le champ. Là. C'est même pas parti du Québec. C'est quelque chose qui est parti des États-Unis à la base. Oui, mais j'ai lu le texte d'Isabelle Haché. J'ai compris son texte. Celui de la réponse de Mathieu Bock-Côté, je veux dire que j'ai de la misère à suivre. Il y a beaucoup de mots, là, ça allait trop vite pour moi. Peut-être que j'étais trop football, là, mais j'ai eu de la misère à suivre. J'ai trouvé ça pas clair. Anyway. Mais elle, là, elle a fait
elle n'a pas répondu à son livre. Elle n'a pas, elle a pas parlé du fond. Elle a trouvé des exemples que lui prend pour essayer de justifier son livre. Puis elle a dit, ben cet exemple-là qu'il donne, c'est pas bon, c'est pas ça qui s'est passé, voici ce qui est arrivé. Non. Elle a pris 3-4 affaires de même. C'est sûr que ça nourrit beaucoup la clientèle de la presse, ça nourrit beaucoup les adeptes de ces pratiques-là, ça nourrit beaucoup la clique, la même crise de clique tout le temps. On connaît l'affaire, là. Mais, je veux dire, moi, j'aurais même pas perdu mon temps à répondre à Isabelle Haché. Sérieux. Pour moi, Isabelle Haché, moi, je l'ai eu d'impact une couple de fois. C'est une activiste pure. OK, c'est une activiste pure. C'est quelqu'un qui n'est même pas capable de prendre l'ouvrage et de se poser la question si c'est vrai que ça existe. Comme toi, tu viens de l'exposer. La réalité, c'est que si elle le fait, puis elle le sait. La conclusion est écrite d'avance. Ben oui, la conclusion est écrite d'avance. Mais elle le sait que qu'est-ce que lui veut dire dans le livre, que ça existe. Ils le pratiquent eux-mêmes à longueur de journée. Tu sais, si on exclut toutes les histoires dans les entreprises, dans les médias, c'est autre chose. Dans les médias, le goulag, il arrive par les étiquettes. OK? Oui. Et les étiquettes, il arrive maintenant, l'étiquette, il y a 2 étiquettes qui sont utilisées à tour de bras et qui risquent, d'après moi, en 2024, de perdre un peu de power. C'est l'extrême, le mot extrême droite, extrême ci, extrême ça, toujours du même côté de la patente. Mais t'es passé date, on est rendu à l'ultra-droite. Ou l'ultra-droite. Ah. Et l'autre affaire, là, leur étiquette préférée maintenant, c'est l'utilisation à tout ce qui est en dehors de ce que les gens... tous ceux qui ne pensent pas comme eux sont automatiquement des complotistes. Ça a commencé pendant la COVID. Les gens qui voulaient que la COVID finisse, mais Chris, la COVID n'est pas finie. Parce que le mot complotiste maintenant est utilisé à toutes les sauces. La minute que quelqu'un n'est pas dans leur gang, ben c'est une forme, ça, de totalitarisme sans goulag, sans... Ben oui. Mais on est étouffé, on est étiqueté, on est rabaissé, on est éliminé. Je veux dire, Chris, si on n'a pas de web, si on n'a pas la technologie, on est plus là. Tu sais, moi, je travaille dans un entrepôt, là, parce qu'ils m'ont éliminé. De faire semblant que c'est juste des petites erreurs, des faits, puis des petites choses là, qui ne sont pas assez précisées. C'est pas ça le fond de l'histoire, Joël Vert. C'est surtout que l'argument qui est utilisé est extrêmement fallacieux. Tu sais, on dit principalement, Mathieu Bock-Côté est la preuve lui-même que ça n'existe pas le totalitarisme sans le goulag, parce qu'il peut s'exprimer sur toutes les tribunes qu'il veut. Bon, premièrement, c'est principalement concentré à Québécois. Deuxièmement... Puis Québécois, là, un peu, Québécois, j'aimerais préciser une chose. Québécois, là, non, c'est pas ça. C'est que c'est un ami personnel de PKP depuis toujours. OK? Ben oui. Lui, puis le frère à Stéphane Bédard, Éric, que je connais depuis tout le temps. Éric Bédard, puis il y en a un autre aussi, là, qui sont c'est des très proches. Donc, lui, il est protégé par le patron, le dieu de Québécois. Si c'était... parce que, tu sais, c'est pas Richard Martineau, c'est certainement pas lui qui a beaucoup de clics. Si c'était un autre boss, probablement qu'il ne serait plus là. Et entre toi et moi, Radio-Canada ne l'engagerait pas, la presse ne l'engagerait pas. Il n'y a personne qui engagerait ce gars-là. Donc, il est pas mal étouffé, moi, je pense. Puis l'argument vient un peu à dire, si Bock-Côté présentait l'argument, par exemple, un jour on va tous mourir, ou la mort est inévitable, mais l'argument d'Isabelle Haché est un peu comme dire, regardez, il respire, il a tort. Non, c'est ça. Vous comprenez un peu ce que je viens de faire? Oh oui. Puis quand on arrive puis qu'on dit, par exemple, non, ça n'existe pas, il n'y a pas des gens qui sont interdits dans les médias, Mathieu Bock-Côté en est la preuve. Ah ouais? Joanne Marcotte? Combien de personnes ont eu le livre de Joanne Marcotte entre les mains? Combien de personnes l'ont contacté pour une entrevue, à part Mario Dumont? 0. Puis c'est pas ça qui est arrivé à Joanne Marcotte. Le livre n'est pas de qualité. Hein, vous êtes dans le champ, le livre est de qualité. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça se fait, ces affaires-là. On est au courant que ça se fait. Même Mathieu Bock-Côté, jusqu'à tout récemment, il n'y a personne qui avait daigné parler de son ouvrage. Exact. Le problème que la gauche médiatique avait, c'est le suivant. Ils ne savaient pas quoi faire avec, puis ils n'avaient pas le goût de le lire. Parce que la gauche, ce qu'elle aime, c'est débattre sans débattre. C'est d'avoir un débat sans combat.
Ils veulent d'office gagner le combat en étant capables de discréditer Ils aiment quelqu'un. ce qu'ils ont fait en fin de semaine. C'est pour ça que je te disais tantôt que c'était pas vraiment un débat. Ils aiment mettre knock-out quelqu'un qui n'est pas dans l'arène. C'est ça qu'ils Exactement. aiment. Fait que là, ce que Isabelle Haché vient de faire, c'est qu'elle vient de rendre service à beaucoup de gens. Maintenant, les gens vont être capables de dire, quand ils vont avoir un auditeur, ils vont leur dire, pourquoi vous ne parlez pas du livre de Mathieu Bock-Côté? Pourquoi vous ne parlez pas de ces sujets-là? Ils vont dire, hey, regarde, là. Mathieu Bock-Côté, c'est un polémiste. Quand il arrive pour présenter ses affaires, il n'est même pas capable de faire ses enquêtes journalistiques comme du monde. Isabelle Haché a démontré que c'était tout de la merde, son livre. Parle-moi pas de ce livre-là. Oui, c'est ça. Le débat est fini, là. Oui, c'est ça. Ben, C'est juste ça l'utilité de tout ce qui s'est passé en fin de semaine. C'est d'être capable de combattre Mathieu Bock-Côté sans même avoir à lire le livre. C'est ce qu'ils font avec nous depuis tout le temps. Les seules fois qu'ils parlent du monde du podcasting, les seules fois qu'ils parlent de Jeff Fillion, les seules fois qu'ils parlent de Radio Pirate ou de Radio X à l'époque, c'était pour dénigrer ce qui était fait à l'intérieur. Quand il y avait une bonne entrevue de qualité qui était faite, est-ce qu'on en parlait? Pas pantoute. Non, puis on nous a démolis sur tout, mais finalement, pendant la COVID, je veux dire, si on reprend tous les podcasts qu'on a fait et on les écoute, on est probablement 80% right on target et on avait raison. On les a battus sur toute la ligne et ils continuent à nous faire passer pour des spécimens un peu weirdo qui racontent n'importe quoi puis qui sont des genres de gourous sectaires, comme j'ai entendu hier à Tout le monde en parle. Une gang de crinqués qui continuent de se faire à croire qu'ils avaient tout le temps raison. Tu sais, je veux dire, ils sont un peu nono, là, on va se le dire. Notre classe médiatique est un peu... tu sais, je veux dire, tous les médias du monde entier sont tous du même bord ou à peu près. Ils ont tous la même maladie, là. Mais nous autres, ça vole pas haut comme qualité de monde là-dedans. Là. Tabarnache. Tu sais, je vais te dire, comme tu as dit tantôt, 24 ans de Dufort pour la fin du monde et je sais pas trop quoi, là. C'est quoi le titre de l'émission? C'est Infoman. Infoman. 24 ans d'Infoman. Tabarnache. Ça vole pas haut, là. Ouais. Notre qualité de gens dans les médias. Tu sais, j'entends Paul Larocque nous parler de Tucker Carlson. Tu sais, je veux dire... Tu peux avoir ton point de vue sur Tucker Carlson, mais dis-moi pas une affaire de même. Il faut comprendre qui est le personnage, Tucker Carlson. Disons-le, c'est un bouffon d'extrême droite qui se prend au sérieux, mais qui dit n'importe quoi. Il l'a-tu écouté? Il l'a pas écouté! Puis tu sais, à un moment donné, venez pas me faire croire que vous en faites pas du spectacle, vous aussi. Tu sais, je veux dire, la cote qui va être retenue de Tucker Carlson, éventuellement pour le discréditer, pour dire que ce gars-là, c'est un extrémiste, ça va être comme le titre du livre de Bock-Côté. Oui. Quelque chose qui est là pour vendre. Mais êtes-vous capable d'aller plus loin puis dans l'écoute de l'argument de l'autre? Ou vous arrêtez juste au bout marketing? Vous faites tout ça. Vous écrivez un article journalistique qui est un peu correct, qui est bien fait, puis tout ça, puis vous mettez un titre provocateur en haut pour qu'il y ait des clics dessus. Allez pas dire que vous faites pas ça, vous faites la même affaire. Mais tout le monde fait ça. Mais c'est la méthode qu'ils ont utilisée pour Mathieu Bock-Côté en fin de semaine. Tu vas me dire qu'ils ont peut-être utilisé 500 mots, puis ça, c'est 8 secondes. Mais c'est la même affaire, pareil. C'est pareil. Donc, voici. C'est un cave, c'est un bouffon, c'est un extrême droite. Il raconte n'importe quoi, puis il se prend au sérieux. Point. Mais ça ne marche qu'avec un public. Ça ne marche qu'avec un public captif que tu as prisonnier dans ton channel de TV. Donc, à un moment donné, ce public-là, il tend à disparaître et ce ne sera plus le public principal au Québec. Maintenant, quand tu arrives, tu regardes le monde de l'Internet, comment ça se passe présentement. Christy, on ne peut pas faire des affaires aussi niaiseuses que ça puis avoir du succès sur les réseaux sociaux. Parce que les gens veulent plus, les gens veulent apprendre des choses, les gens veulent être divertis, mais ils veulent quand même de quoi d'un peu plus profond que ça, de juste discarter. Puis, étonnamment, les gens aiment pour de vrai qu'il y ait des débats avec des gens du clan adverse. Notre meilleure entrevue, nous autres, c'était avec Mathieu Bock-Côté. Puis à tout moment dans l'entrevue, il dit qu'il y a trop d'immigrants au Canada ou au Québec, en sachant pertinemment que moi et Frank, on n'a pas cette opinion-là. Puis nos auditeurs n'ont pas cette opinion-là. Mm-hmm. Mais nos auditeurs qui n'ont pas nécessairement tous cette opinion-là sont contents de l'entendre pareil. Oui. Les gens les gens veulent juste que ça revienne comme c'était avant. Ouais, mais je veux te dire, ça fait longtemps que je fais ça, là, puis la gauche, elle n'a jamais voulu débattre. Là. C'est pas arrivé il y a 5 ans, ça a toujours été ça. La droite, ou les gens qui pensent autrement qu'eux autres, ont le goût de jaser, ils ont le goût d'entendre, ils n'arriveront pas là avec, regarde,
moi, je vais te dire c'est quoi que je pense, puis c'est moi qui ai la vérité, puis etc., etc. Ils vont arriver avec une bonne attitude, puis ils vont peut-être même changer leur fusil d'épaule une fois que l'entrevue sera finie. Mais eux autres ne sont pas capables. Eux autres, ils n'ont pas cette humilité-là. Eux autres sont certains qu'ils ont la vérité, sont certains que leurs valeurs sont les meilleures. Nous autres, on est tous des tout croches. Donc, c'est pas vrai qu'on va aller leur faire le plaisir d'aller débattre avec eux. Mais Christophe, cette polarisation-là, cette séparation-là, C'est ensuite, eux qui la provoquent. ils se demandent pourquoi elle est là, puis pourquoi de plus en plus c'est ça. Ben c'est exactement par des comportements de même qu'elle grossit, qu'elle devient de plus en plus un problème. Criff, on n'est pas capable de Puis se ils n'ont parler. pas de compas. As-tu vu José Legault en fin de semaine? Ou le vendredi, samedi, je ne me rappelle plus exactement quel jour. Elle arrive, elle applaudit derrière Justin Trudeau. Il a bien fait de maintenir l'état d'urgence, puis ils font bien d'aller en appel. Ouais, mais José, t'es-tu lu? Hey, moi, là, j'ai fait la... En fait, je pense que c'est jeudi que j'ai fait ça. Moi, je suis sur Twitter. Je vois ça passer. Puis là, je vois des gens, des pirates, qui textent « Hey, as-tu vu le texte qu'elle a écrit en 2020 pour dire que Pierre Elliott Trudeau n'a pas été correct de mettre les lois des mesures de guerre en 1970 avec le FLQ, puis qu'on devrait s'excuser de ça? » Oui, As-tu lu ce texte-là? Puis là, tu vois après ça, « Hey, as-tu vu le texte où est-ce qu'elle supportait Ouais, il y a une les couple de étudiants fatigants. de Il y a une couple de 2012? fatigants qui trouvent tout, là. On les connaît, là. Mais c'est parce que là, on est en 2024, puis on a de l'intelligence artificielle. Sais-tu ce que j'ai fait, Jeff? J'ai pogné 3 textes. Je les ai sacrés dans GPT. J'ai demandé à GPT, fais-moi un texte de 600 mots qui démontre toute l'incohérence de José Legault. Je t'ai crissé ça sur les réseaux sociaux, puis ça a eu au-dessus de 20 000 views. Ben oui. Bienvenue en 2024, José. Ben oui. Ben oui. En 10 minutes, on est capable de te détruire. Là. Puis, ce qui est le fun, c'est que les gens un peu plus à droite, on a un défaut, on n'est pas beaucoup. On est vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Mais on est quand même pas pire pour se servir de la technologie. On a un effet multiplicateur qui est beaucoup plus grand qu'on pense. Parce que sur Twitter, quand tu regardes ça comme faux, il y a des comptes qui ont 50, 100 000, 150 000 personnes qui les suivent, puis ils ont 0 reach. Peu importe ce qu'ils disent, ils ne sont pas capables de faire élever aucun tweet. Puis les fatigants à droite sont capables de brasser la cage un peu plus. Oui. Ça vous vient pas à l'idée pourquoi c'est comme ça? Oui. Regarde, parce qu'on est intéressant, peut-être aussi. Peut-être parce qu'on sait, on sait comment faire, on sait. Parce qu'il y a une cohérence. Et il y a une cohérence. Il y a une cohérence. Exact. Les gens ils disaient pendant la pandémie qu'on avait changé, alors qu'en réalité, on s'est toujours méfié de l'État. On n'a pas changé. Qui avait dit on ça a juste continué à se méfier de l'État pendant la pandémie. Ça nous a qui avait dit ça, Yann? Qui disait ça? Ah, c'est des choses que je voyais. Les gens qui ont déjà fait partie de notre équipe et qui ont switché. Là, Jérôme Landry, par exemple. Ah, OK, oui. Tu vois un peu l'idée? Oui. Ah, on ne se reconnaît plus dans la droite. Peut-être eux autres plus qui ont changé, pas nous autres. Là. Ben, écoute, moi, je me suis toujours méfié du gouvernement. Quand on est rentré dans la pandémie, je me méfiais du gouvernement. Ça m'a permis d'être plus sceptique plus rapidement, puis ça m'a permis de voir un peu plus de bullshit que les autres. C'est-tu si grave que ça, d'être sceptique envers le gouvernement? Mais non, on n'est plus assez sceptique comme société. On est trop lâche maintenant. On prend tout pour acquis quand ils nous présentent de quoi. Ah oui, c'est ça, c'est beau, go. C'est un de nos problèmes. Je sais que ça prend un effort. Je sais qu'il faut fouiller. Je sais qu'il faut regarder c'est quoi les contradictions qui ont été faites à ce sujet-là ou n'importe quoi. Je sais qu'il y a de l'effort derrière ça. Mais on est condamné à être sceptique. Il ne faut jamais prendre tout ce qui nous présente comme étant de la vérité. Ça ne l'a jamais été et ça ne le sera jamais. Ça ne le sera jamais. Intérêt. Ils n'ont juste pas intérêt à nous dire la vérité. Ils n'ont pas intérêt zéro. Puis tu sais, t'arrives avec dimanche, PSPP qui sort et dit « Ah là, il fait la grosse sortie sur le temps des écrans des enfants, identifie un problème qui est réel et amène peu de solutions, mais il veut surtout en parler, ainsi de suite. » Mais l'objectif était d'aller chercher le vote des boomers. Mais ce qui est le plus fascinant là-dedans, c'est que ça fait même pas 12 jours qu'Emmanuel Macron faisait son allocution en France par rapport à ce sujet-là. En plus d'être médiocre, on n'est que des copycats au Québec. C'est pendant la COVID, Jerry me disait souvent, si tu veux savoir les bulletins de 1 heure, là, les genres de conférences de 1 heure, c'est toujours les choses qu'il y a en France entre 1 semaine et 10 jours. C'est pas vrai qu'ils écoutent CNN la nuit. C'est pas vrai qu'ils checkent Fauci. Ceux qui checkent, c'est Macron et les Français. Exactement. C'est le même que ça se passe. Mais ça, encore là, c'est du manger mou pour une clientèle.
Cette clientèle-là est sur le point d'expirer. Et le fond, tu le sais, là. Le fond, tu ne pourras jamais essayer de... Le seul moyen, c'est d'essayer de contrôler les fournisseurs d'Internet puis de nettoyer le web comme la Corée du Nord ou la Chine le fait. Ils réussiront jamais. Tu ne peux pas mettre des genres de caméras qui surveillent des maisons ou qu'il y a des routers qui sont programmés par le gouvernement. Tu veux dire, cette histoire-là, c'est du vent, là. Mais ce que Macron dit, lui, c'est il faut empêcher les gens d'être trop sur leur écran parce qu'ils viennent à plus penser comme nous et ils nous challengent et ils deviennent donc des complotistes. Mm-hmm. OK, lui, c'est son point. Mais PSPP, c'est un peu ça aussi. Twitch, YouTube, les réseaux sociaux, on l'a vu là, au Canada, où ce que les écoles sont gangrénées par la gauche et les socialistes. Les médias qui leur parlent encore sont gangrénés par les socialistes. Malgré ça, les 18-34 ans, j'exclus le Québec, là, les 18-34 ans au Canada vont voter majoritairement pour Poilievre. Il y a quelque chose qui se passe avec lequel il y avait un certain contrôle avec les médias traditionnels qui fonctionne encore avec les boomers, mais qui ne fonctionne plus pour les plus jeunes, parce que les plus jeunes, comme le dit Robert Kennedy Jr., il a dit « Prenez vos parents, faites-leur écouter des podcasts, qui écoutent Joe Rogan. » Il dit « Moi, je suis plus populaire avec les jeunes que les vieux. Pourtant, la clientèle naturelle pour moi, c'est les vieux. Mais il dit les vieux écoutent les vieux médias. Tandis que les jeunes sont sur TikTok, sont sur Twitch, sont sur... Donc, ils apprennent l'anglais, OK, par le web. Ils voient des affaires qu'ils ne voient pas, qui leur sont comme cachées ici. Puis, là, à un moment donné, le gars, il sort, il y a 24 ans, tu dis, il sort d'une famille de gauchistes, socialistes, péquistes. Puis le gars, il commence à garrocher des affaires au souper. Puis là, sa mère le regarde et elle dit « Mais c'est quoi qui se passe avec toi, toi? » Ben, il se passe moi rien que moi. C'est parce que lui... Si tu veux foutre la merde, dis que Hydro-Québec est mal entretenu puis c'est une compagnie en débandade. Ben, t'as juste à faire la même affaire. T'as juste à dire des petites affaires de même qui viennent d'ailleurs. Et c'est ça qui veut contrôler PSPP, là. Tu sais, wow, oui, l'embonpoint, Chris, entre toi puis moi, pendant la COVID, l'embonpoint, le PQ, des enfants. Ils s'en sacraient des enfants. Tu sais, je comprends que les jeunes bougent moins, mais c'est un paquet de facteurs pourquoi ils bougent moins. Oui, les écrans, mais il y a d'autres choses aussi, là. Puis, tu sais, c'est un problème qui est réel, les écrans pour les enfants avec les adolescents, j'en suis parfaitement conscient. Par contre, c'est un problème qui doit être géré au niveau parental. Ben oui. Tu sais, c'est un problème qui faisait partie des salles de classe. Tout le monde comprend, dans ma tête, que le professeur pouvait bien établir les règles qu'il voulait dans sa classe par rapport à l'usage des téléphones cellulaires, puis que si un de mes enfants se faisait mettre au local de récupération parce qu'il avait utilisé son cellulaire sans le consentement du prof, je vivais très bien avec ça personnellement. Ce qu'on n'avait pas besoin, c'était d'une directive étatique qui venait directement du ministre. Regarde, mes enfants sont allés au séminaire Saint-François, c'était ça. Puis, à un moment donné, il y en a une qui a eu une réprimande. Puis, je dis, regarde, so be it, tu avales ta gomme, puis c'est tout, là. Mais là, ce qui nous manque au Québec, c'est la connaissance générale pour comprendre que la planification centrale par les décideurs, c'est ce qui nuit à tout. Arrêtez de demander au gouvernement de régler des problèmes. Le problème de PSPP, c'est pas d'avoir mal identifié un problème. C'est de vous offrir des solutions et de penser, vous, comme parent, que cette solution-là va vous aider réellement. Non, c'est ta job. Remets pas cette job-là dans les mains du gouvernement. C'est ta job. Mais honnêtement, il n'est pas allé chercher le vote d'aucun parent avec ça. Il est allé chercher le vote des boomers au Tim Hortons qui disent « Hey, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont tout le temps pognés sur les cellulaires. Les cellulaires, ils sont tout le temps collés là-dessus. Oui. Chris, toi, t'es tout le temps sur LCN, puis on t'achale pas avec ça, ça va exact. Voilà. Est-ce que si on fait ça, on fait la même chose avec les boomers pour la TV? Ben, on pourrait. Bon. Moi, je dépluguerais LCN, ce serait une demi-heure par jour dans les CHSLD. Ben non. On peut-tu faire ça? Ben non. Quand Jerry a essayé de changer le poste chez un concessionnaire, puis ça a duré 10 minutes. Ça a duré 15 minutes. La secrétaire est venue remettre ça à LCN. Il avait changé de poste. Oui, moi, j'étais plus capable. Regarde. C'est abrutissant. Il était genre 10h10 le matin, puis c'est pas à 10h Dumont. Oui. C'est Dumont, c'est top. Non. Ça a grinché des dents. Dumont, il est très décevant. C'est un gars très décevant. Hey, merci, Yann.
Puis Yes. on se reparle la semaine prochaine, Frank et Yann sur les podcasts. Et Yann travaille pour les pirates qui ont de l'argent quelque part. Ah oui, il voit Donc, l'ouvrage. il voit l'ouvrage en ce moment. Là. Donc, votre conseiller.net également pour le chum Yann. On vient.